Bonjour, je suis Marie-Rose Cavalier et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que je suis cofondatrice d'Initiative Citoyenne. Initiative Citoyenne est un collectif bénévole et tout à fait indépendant. Il est composé de médecins et de non-médecins. Depuis 2009, nous existons parce qu'à cette époque, nous avons voulu comprendre pourquoi, dans notre pays, la Belgique, une loi d'exception avait été votée. Nous voulions comprendre à l'époque aussi quels étaient les bénéfices-risques du vaccin pandémique qui allait être mis sur le marché. Aujourd'hui, dans la situation exceptionnellement grave que nous vivons, avec les restrictions effrayantes et disproportionnées sur nos libertés, nous avons voulu donner la parole à des soignants de terrain, à des professionnels de terrain. Ces professionnels de la santé sont issus de domaines extrêmement différents. Nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, nous avons des kinés, nous avons des naturopathes, nous avons des dentistes, j'en oublie. Si vous avez vu la première vidéo dans laquelle ils nous expliquent leur ras-le-bol par rapport à ces mesures tout à fait disproportionnées, ces mesures qui oublient systématiquement le volet de notre système immunitaire, ce qui a pu donner à nos experts, je dirais, la force d'augmenter le degré de dangerosité de la maladie et nier effectivement que des médicaments existent pour la contrer. Dans la vidéo qui suit, les soignants vont vous exposer leur avis sur les chiffres, sur la dangerosité réelle de la maladie et sur la question des tests. Initiative Citoyenne souhaite vous demander, à vous qui visionnez ces vidéos, de les diffuser largement. Initiative Citoyenne s'adresse particulièrement aux soignants qui seraient en phase ou qui sont en phase avec ces propos, de nous rejoindre, de rejoindre ce mouvement et d'adhérer à l'appel qui est inscrit sur le site transparence-coronavirus.be. Mais avant de donner la parole à ces soignants de terrain, j'aimerais vous rappeler deux points fondamentaux pour que vous puissiez comprendre effectivement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en 2009, l'OMS a modifié la définition du mot pandémie. Une pandémie avant était définie par le fait d'avoir un nombre important de malades et un nombre important de morts. L'OMS a gommé le volet mortalité. Autrement dit, l'alerte maximale déclarée permettait aux firmes pharmaceutiques, aux producteurs de vaccins, de mettre en route cette production mondiale de vaccination. Le second point vise aussi un tour de passe-passe de l'OMS, je dirais, parce qu'effectivement, le seuil épidémique a été modifié. Le seuil épidémique, qu'est-ce que c'est? Par rapport aux états grippaux en Belgique, le seuil épidémique est fixé à 153 consultations par rapport à 100 000 habitants. Et dès que ce chiffre est en diminution, on peut considérer que l'épidémie va vers sa fin. Par contre, pour le coronavirus, l'OMS a choisi un seuil épidémique de 0. 0. Ça veut dire 0 cas en 28 jours. 28 jours, c'est le double du temps de l'incubation présumée pour cette maladie. Écoutez, c'est du jamais vu, ça n'arrivera jamais. On ne comprend pas comment nos politiques, on comprend plutôt comment nos politiques nous disent qu'on n'en sortira pas, parce qu'effectivement, c'est un seuil qui ne sera jamais atteint. Il faut donc que nous sortions tous ensemble la tête haute de cette arnaque, de ce tour de passe-passe qui va nous faire vivre une vie invivable, qui a de l'influence sur l'économie, sur le psychique, sur le psychologique, sur nos enfants, sur notre avenir. Donc, Initiative Citoyenne dit non. Bonjour, je suis pharmacienne et j'aime mon métier et mes patients, je suis au service de leur santé. Depuis le début de cette épidémie, j'ai été souvent heurtée et révoltée par la présentation notamment de certains journalistes et aussi par les mesures de nos gouvernements.
Les premières choses qui me sont apparues, c'est la présentation des chiffres des nouveaux cas et des morts journaliers qui étaient volontairement alarmistes. Ils ont instillé la peur et de là instillé aussi la manipulation possible des citoyens. Si on avait analysé de façon rigoureuse et rationnelle tous ces chiffres, on ne serait jamais arrivé à une telle psychose et à de telles mesures liberticides. Je suis le docteur Blonda Quirico, je suis médecin généraliste et passionné de mathématiques et surtout les mathématiques appliquées à la médecine et au modèle de transmission des maladies infectieuses. J'ai entre autres suivi un cours à Londres en 2006 sur ce sujet. Alors voilà mes commentaires que j'ai remarqués lors de l'épidémie Covid. La première dia vous montre une simulation mathématique qui a été présentée le 24 avril à la RTBF pour justifier le confinement. Pour moi, c'est une forfaiture scientifique. Pourquoi? On ne peut pas faire un graphique sans donner l'ordre de grandeur en X et en Y. Ça, c'est une erreur de débutant qui est inadmissible par des universitaires. C'est l'université de Hasselt qui a fait cette simulation. On ne sait pas jusqu'où va aller le nombre de lits occupés selon le modèle. Ça, c'est la flèche 1 qui file à une exponentielle. Il n'y a aucune épidémie qui file à l'infini dans un temps fini. Aucune. Et la deuxième courbe, à point 2, on voit que si on arrête le confinement, ça redémarre. Elle n'a pas eu lieu. La dia suivante, elle montre le nombre de nouveaux cas en Belgique. Et il y a eu un pic comme ça de 2500 nouveaux cas aux alentours du 50e jour de l'épidémie. Le premier jour, c'était le 28-29 février. Et ça correspond à... on a fait du dépistage massif dans les Hauts. Maintenant, si on regarde la fin de l'épidémie vers le 154e jour, on voit qu'il y a une recrudescence, soi-disant, des nouveaux cas. Mais est-ce que cette recrudescence est due à un réemballement de l'épidémie, donc ce qu'on appelle la deuxième vague, ou bien parce que tout simplement, on ne fait plus de dépistage? Dia 3 montre tout simplement qu'on fait de plus en plus de dépistage. Et on était au début à 10 000 maximum, 5 à 10 000, puis progressivement on a atteint des 25 000, et rebelote, on recommence à faire 25 000 tests par jour. Mais si on fait, et ça c'est la dernière dia, le pourcentage entre le nombre de tests positifs et le nombre de tests qui a lieu chaque jour, on voit que tout simplement, l'épidémie, elle est terminée depuis le 28 avril. Maintenant, elle aussi, ces oscillations peuvent être expliquées simplement. Voilà. Donc, maintenant, en résumé, comment savoir si une épidémie reprend? Il ne faut pas seulement regarder le nombre de cas dépistés, mais le nombre de tests qu'on fait chaque jour. Et c'est le pourcentage qui permet de voir s'il y a une réaugmentation, une deuxième vague. Ce pourcentage, depuis une centaine de jours, ne bouge pas, aussi entre 0 et 3 et 5%. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait pour le moment depuis une centaine de jours ne sert plus à rien. Et ce virus qui vous fait si peur, est-il si mortel que ça? Eh bien, selon un rapport du CDC en date du 10 juillet, le taux de mortalité global du virus est évalué à 0,4%. 0,4%. C'est un chiffre qui est corroboré par d'autres organismes comme l'Institut Pasteur qui l'estime entre 0,3 et 0,6%. On est vraiment loin des chiffres annoncés en début de pandémie, les 3%, voire 5-10% qu'on a laissé entendre. Et on est aussi très très loin des virus extrêmement mortels comme la variole et Ebola qui dépassent largement les 20%. Et mieux encore, pour vous rassurer, quand on regarde la mortalité par tranche d'âge, seules malheureusement les personnes âgées payent un lourd tribut. Les enfants sont totalement épargnés, quoique racontent certains articles de presse totalement délirants. Le taux de mortalité entre 20 et 50 ans est de 0,05%. 0,05%. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir dans un accident de voiture. Le taux de mortalité est de 0,2% entre 50 et 65 ans. Ce sont les chiffres officiels du CDC américain. Alors pourquoi détruire notre économie et imposer toutes ces mesures au lieu de protéger uniquement les personnes âgées et fragiles en faisant entre autres de la thérapie préventive? Si vous avez toujours peur du virus,
Une dernière étude qui devrait vous rassurer, qui vient de paraître en août, et qui montre que 20 à 50% de la population serait insensible au virus par immunité croisée avec d'autres coronavirus. En d'autres termes, ça veut dire que un quart, voire la moitié de la population ne risquerait absolument rien. D'après même les experts, ils pensent qu'en Belgique, il y a eu 1 million de personnes qui ont été touchées par le Covid. Mais il n'y a pas eu 1 million de morts. 45% des infections des rhinites chez les enfants sont dues à des coronavirus. Hein. Et moi, je parlais avec un médecin, je lui dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui sont malades du coronavirus? Ben, j'ai été voir les chiffres de Siensano. 3% des infections respiratoires, il y a 3 ans, étaient dues à des coronavirus en Belgique. Alors, j'ai été voir aussi les données du CDC parce qu'ils sont quand même assez fouillés. Et il y a 3 ans, 3% des infections respiratoires étaient dues aussi à des coronavirus. Et c'est probablement pour cette raison que finalement, pas toute la population en a été atteinte parce qu'ils en ont rencontré des coronavirus très proches. Ce que je constate, moi en tout cas avec les patients, c'est que une des manières qu'ils ont de juger du sérieux, de l'intensité de la crise, ou en tout cas de ce qui se passe actuellement, c'est de le corréler aux mesures qui sont prises. Alors, par exemple, on va me dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous oblige à porter le masque alors si vous nous dites que finalement, le taux de mortalité n'est pas si élevé? Ils mettent vraiment en lien la sévérité de la mesure avec la sévérité de la situation. Et donc, ils ne se disent pas nécessairement que c'est pas forcément corrélé. Ils ne font pas le distinguo entre les mesures scientifiques et politiques, effectivement, mais je peux les comprendre puisqu'on met en avant les experts en permanence. Alors forcément, si une mesure est prise à un niveau politique local ou national, on se dit qu'elle est dictée par les experts. Je ne suis pas dans la politique, je ne sais pas à quel point une mesure est politique ou ne l'est pas, mais en tout cas, clairement, il y a une disproportion de ce qui est demandé maintenant par rapport à la réalité épidémiologique actuelle, mais les patients, le public lambda, en tout cas d'après ce qui me revient et ce qu'on me dit, ne font pas ce distinguo et se disent que bah, si on nous force telle ou telle chose, si on nous impose telle ou telle chose, c'est que les choses sont graves. Or maintenant, où en sommes-nous? L'épidémie, eh bien, elle se définit, et je lis, par l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie en un lieu donné. Donc, pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait des malades et une augmentation rapide de leur nombre. Or, d'après Siensano, et depuis la mi-mai, le nombre de malades diminue progressivement pour atteindre un plancher où il est resté stable depuis bientôt 2 mois. Donc, médicalement et scientifiquement, nous ne sommes plus dans les définitions d'une épidémie. Bonjour, je me trouve devant le Sahlgrenska sjukhuset, c'est le grand hôpital du centre-ville de Göteborg. Et on a quand même une belle chose à annoncer, il n'y a plus de personnes malades ici de Covid-19. Les lits sont libres dans le service de pneumologie. Donc, et on regarde sur l'ensemble du pays, c'est étonnant que ce pays qui avait eu la crise un peu plus tard que la Belgique et qui n'a pas choisi de faire le confinement, n'a pas choisi de faire des masques. Ils ont quand même fait certaines mesures de distanciation, certainement, mais ils sont déjà passés de la crise et ils n'ont plus de personnes malades ou en train de mourir dans leurs hôpitaux. Peut-être une personne cette semaine. Donc, c'est quand même une très belle nouvelle pour nous en Europe. Et j'espère que ça donnera des signaux pour les nouvelles idées de mettre des masques à Bruxelles.
Absurdité suivante, ce sont les tests de dépistage par PCR. On en fait beaucoup, mais pourquoi? Je me pose toujours la question. On trouve des gens positifs, c'est-à-dire qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas malades, mais qui sont porteurs du virus. On en trouve beaucoup, et le nombre que l'on trouve tous les jours est porté sur nos écrans de télévision tous les soirs, un peu comme on faisait pendant le pic épidémique avec le nombre de morts que l'on montrait sur les écrans tous les soirs, générant la peur et l'insécurité. Et cette peur de la mort que l'on continue à générer ainsi est tout à fait illusoire, irréaliste, puisque nous ne sommes plus dans une épidémie. À plus forte raison que c'est difficilement compréhensible, parce que la circulation du virus que l'on met ainsi en évidence, qui circule mais sans plus rendre malade, à quelques exceptions près, est importante pour la constitution d'une immunité de groupe, cette fameuse immunité de groupe qui devrait nous permettre d'éviter une nouvelle flambée ou de réduire une nouvelle flambée à l'hiver prochain. Ce virus corona, lorsqu'il touche quelqu'un, aboutit à un diagnostic sur le test de positivité. On dit donc que cette personne est contaminée et potentiellement contagieuse pendant quelque temps. Mais nulle part on ne voit sur Science Anno, en tout cas à la télé ou on entend à la radio, que ces personnes sont malades. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été touché par un virus de rhume ou de grippe qu'il est malade. Et s'il est malade, c'est peut-être légèrement et ça va disparaître rapidement. Et de tout cela, on ne parle pas. Et c'est pourtant cela qui permettrait de se rassurer en constatant que les chiffres qu'on nous présente et la façon dont on nous les a présentés jusqu'à présent est la meilleure façon de nous faire paniquer, de saper notre immunité, de diminuer notre confiance en nous et notre chance, nos espoirs de survie et de guérison. Donc surtout, n'écoutez pas les mauvaises annonces, lisez, regardez sur Internet, prenez du recul, n'écoutez pas un seul son de cloche et cela vous garantira les meilleures chances de traverser tout cela dans les meilleures conditions. Ils prennent les gens par la peur, les gens par le stress, vu qu'on ne peut plus dire le nombre de morts ou le nombre d'hospitalisations, car il n'y en a quasiment plus, ben, on va dire le nombre de positifs. Je n'ai pas dit le nombre de contagieux, le nombre de malades, ou non, uniquement les gens qui ont passé un test PCR ou qu'on leur force à faire des tests PCR, qui ont en plus une sensibilité de 50-60%. Donc un test PCR ne peut révéler que la présence d'un petit matériel génétique viral, que ce soit un morceau de virus mort ou un coronavirus de base qui attaque nos enfants pour donner des petites rhinites, des petites trachées, des petites pharyngites, sans plus. Et que là, si le test est positif, ça ne veut rien dire. Ok, j'ai peut-être rencontré le virus, j'ai peut-être une immunité, je me suis peut-être défendu contre ce virus, je suis en pleine santé, ou non, c'est une infection croisée, c'est un autre type de coronavirus, parce que ils peuvent être très ressemblants et le test sera de toute façon positif. Le plus beau de tout, c'est que moi, je teste des gens qui, le lundi, sont positifs, le mardi sont négatifs et le mercredi sont positifs. Un peu aussi comme les joueurs de foot qui peuvent s'entraîner ou jouer des matchs de foot en fonction de leur test PCR. Donc, comment, à partir d'un test qui n'est pas sensible du tout, qui n'est pas fiable, on peut apporter autant de mesures sanitaires aussi liberticides, aussi dangereuses? Sachez que maintenant, les tests détectent des parties virales, soit mortes, soit vivantes. Donc, les pseudo-infectés ne sont pas nécessairement malades. Selon les rapports Science Anno, les mêmes qui sont agités pour vous effrayer, eh bien, effectivement, sur les graphes épidémiques, on voit une augmentation du nombre de cas, mais qui est en total décalage par rapport aux hospitalisations et surtout à la mortalité qui reste très bas. Or, c'est par rapport aux signes cliniques et à la mortalité qu'on juge la gravité d'une maladie. Aujourd'hui, le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le nombre de décès rapportés au nombre de cas, est extrêmement faible, quasi nul en fait, pour ainsi dire. Mais alors, que représentent tous ces cas ? Eh bien, la majorité d'entre eux
ne sont pas réellement des cas au sens médical clinique du terme. La plupart sont asymptomatiques et il s'agit d'une détection protocolaire de parties du virus ou d'anticorps dirigés contre lui et qui signifie seulement que la personne a été à un moment donné en contact avec le virus. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les personnes testées positives sont malades ou contagieuses. Peut-être le sont-elles potentiellement, mais les données des hospitalisations et de la mortalité ne confirment pas cette tendance à la hausse. Donc la situation actuelle n'a rien à voir avec celle du mois de mars et avril. On parle de tests, mais est-ce qu'on parle de charge virale? Est-ce qu'on sait différencier une personne testée maintenant asymptomatique parce qu'elle voyage? Est-ce qu'on sait dire si elle a été contaminée récemment ou elle a été contaminée il y a 1 mois ou 1 mois et demi? Je ne pense pas qu'on sache faire le distinguo en faisant juste une PCR. Donc, je ne suis pas certaine que ça donne une... Je ne pense pas, en fait, que ça donne une idée épidémiologique réelle de ce qui se passe, sachant que par ailleurs, certaines personnes sont testées plusieurs fois. Énormément, effectivement, de faux négatifs. Il y a des personnes qui sont testées plusieurs fois, mais qui sont testées plusieurs fois positives, en début de quarantaine, en fin de quarantaine, avant un voyage, au retour d'un voyage. Enfin, il y a des personnes qui sont testées plusieurs fois et qui, d'après ce que j'ai compris dans les chiffres de Cienzano, sont repris comme étant plusieurs tests positifs. Donc là aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut interpréter tous ces chiffres. Une autre absurdité, c'est que l'on fait des tests sanguins pour essayer de déterminer la présence d'un antigène spécifique qui serait la preuve de l'immunité de chaque personne ou de la population. Tout d'abord, différents réactifs sont utilisés en Belgique suivant les laboratoires. Certains en utilisent même plusieurs parce que leur fiabilité est, je vais dire, relative. Et puis ensuite, il est extrêmement réducteur de limiter l'immunité contre ce virus à un simple antigène spécifique. En effet, cette immunité est d'abord cellulaire et puis ensuite elle est humorale complexe. Ces tests de dépistage se font assez brutalement et de manière répétée, ce qui veut dire que quand on frotte ainsi dans le nez, de manière appuyée, on finit par provoquer des lésions sur les muqueuses nasales qui sont autant de portes d'entrée pour les virus et les bactéries. Ce qui, de nouveau, est au niveau d'un principe de mesure sanitaire assez questionnable. Sans parler du traumatisme psychique que cela provoque lorsqu'il s'agit d'un enfant. En effet, on fait ces tests sans aucune anesthésie et ils sont quand même désagréables, si pas douloureux. Alors qu'un petit spray d'unicaïne serait tellement facile à faire pour protéger des enfants.